merci à tous d'être là aujourd'hui pour cette conférence, cette matinée autour des seniors et de la cognition pendant la semaine du cerveau, donc une semaine assez chouette. Chaque année, il y a la même semaine en mars, peut-être vous êtes déjà des addicts de cette semaine, mais dites-vous que chaque année il y a un gros programme, il y a plein de choses, c'est super, donc toujours gratuit, donc profitez-en un maximum. Et donc moi je suis Marie Prévost, je suis la fondatrice de la Fabrique à Neurones et d'une toute nouvelle fondation qui se crée actuellement, la fondation Culture Cognitive, qui a pour mission de toujours sortir des labos les sciences pour que ce soit utile au plus grand nombre. Donc c'est ce qu'on va faire un peu ce matin. Et donc je veux remercier quand même Eureka, le centre scientifique qui nous accueille aujourd'hui, et Jean-Yves Maujotte qui facilite tout ça. Et surtout le LPNC, le laboratoire de psychologie et neurocognition de Grenoble et de Chambéry, donc il est affilié à l'université Grenoble-Alpes et à l'université Savoie-Mont-Blanc, qui organise en fait pour la semaine du cerveau beaucoup d'actions, dont celle-là, et en particulier Marcella Perron-Bertolotti qui a facilité plein de choses, Guylaine ici qui vient enregistrer pour le LPNC aussi. Et tout à l'heure, vous aurez la chance d'avoir Inès à la fin de la matinée, qui est tout au fond là-bas, qui va vous parler de ses travaux de recherche après cette première lancée avec moi. Donc je rentre dans le vif du sujet. On va parler, pour commencer, de vitalité cognitive. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais en gros, c'est l'idée qu'on peut garder une cognition qui fonctionne, performante le plus longtemps possible, et d'essayer de voir quels facteurs sont validés par la science pour aider à ça, pour se dire je vieillis en bonne santé, voilà, et j'essaie de garder mon autonomie le plus longtemps possible. Et c'est vrai en fait à tout âge. Ce qu'on va voir ici, c'est aussi vrai quand on est plus jeune. Il y a des grands principes qui sont de la prévention pour tout le monde. Donc on va parler de tout ça. S'il y a des questions, on peut les prendre en cours de route. Moi je ferai un peu maître du temps quand si ça déborde, on vous dira faut qu'on passe à la suite, donc voilà, je reprends la main. Mais il y a un micro au milieu, et si vraiment c'est important de poser la question tout de suite au moment où ça vient, c'est tout à fait possible, mais je garderai un petit temps à la fin pour les questions, bien sûr. Donc on y va avec une première notion importante, c'est que notre cerveau s'adapte. Donc notre cerveau, il est plastique, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale ou la neuroplasticité. Et en gros, jusqu'à la fin de nos jours, il est capable de créer des nouveaux neurones. Alors on ne sait pas si c'est partout dans le cerveau, mais on est sûr de quelques régions où on crée des nouveaux neurones, en particulier l'hippocampe, qui est un centre nerveux. On a un hippocampe dans chaque hémisphère, qui est un centre de mémorisation, en gros. Et tout au long de sa vie, on peut avoir des nouveaux neurones. C'est une excellente nouvelle. Moi, quand j'étais aux études, c'était pas du tout ça qu'on nous disait, on n'avait pas encore découvert ça. Et donc, on disait, on perd des neurones tout au long de notre vie, et c'est tout. Donc, non, on perd des neurones, c'est vrai, on en perd plus qu'on en crée, mais aussi on peut en créer quand, en fait, on demande à notre cerveau de retenir des nouvelles notions, de développer des nouvelles compétences, en apprenant des nouvelles choses, en gros. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. Et on peut voir ça par certaines études scientifiques, comme ici par exemple, chez des pianistes qui dès l'enfance apprennent le piano. Si on les met dans un IRM pour regarder dans leur cerveau les aires cérébrales qui s'occupent de la motricité de la main, de l'audition, on verra que ces zones sont plus larges, c'est-à-dire que le cerveau a développé un peu plus de matière pour permettre à ces humains d'être pianistes, d'avoir cette compétence-là. Et en fait, si je prenais tout vos cerveaux à vous, que je vous mettais dans l'IRM et que je vous classais par compétences, je verrais dans votre cerveau sûrement des zones plus larges pour les compétences que vous avez développées particulièrement et que d'autres n'ont pas. D'accord ? C'est ça, cette plasticité du cerveau. C'est-à-dire qu'il va développer les ressources biologiques, le substrat biologique pour nous permettre d'avoir des compétences. Donc c'est important de le garder en tête parce que quand on se dit est-ce que je me mets vraiment au piano à 80 ans, ben oui, c'est possible, grâce à ça. Donc on peut le faire et ce sera tout bénef pour cette prévention du vieillissement. Alors l'idée c'est de parler de prendre soin de son cerveau. Maintenant qu'on a établi qu'on peut apprendre tout au long de la vie et que le cerveau est fait pour ça. À votre avis, de quoi on va avoir besoin pour prendre soin de notre cerveau tout au long de notre vie? Qu'est-ce qui va nous aider? Aujourd'hui, je parlerai de 4 éléments, mais si vous avez une petite idée, je prends tout de suite vos idées. L'alimentation, le sommeil, apprendre, l'activité, l'entraînement du cerveau, c'est pas mal. Un petit dernier. Activité physique, tout à fait, qui rejoint celui de madame. Là, je pense que j'ai entendu presque tous mes 4 sujets dont je vais vous parler.
les liens, le lien entre les gens, le lien social. La sieste, le sommeil, absolument. Prenons les siestes, mais à tout âge. C'est vrai, c'est très injuste. Les enfants font des siestes, peut-être vous faites des siestes, vous l'autorisez, mais au milieu, on est privé de sieste, c'est dramatique. Donc, prendre soin de son cerveau, il y a 4 notions, en fait, il y en a plus. 4 notions qui sont bien validées dans la littérature scientifique. Il y a aussi le sommeil, j'en parlerai un tout petit peu à la fin. Il y a aussi des méthodes de régulation des émotions fortes comme le stress qui aident. On sait que le stress peut être un facteur à risque, un facteur de risque pour certaines pathologies. Mais aujourd'hui, je vais couvrir ces 4 sujets pour vous dire voilà pourquoi ceux-là, ils sont intéressants pour prendre soin de son cerveau. Sachant qu'il peut y avoir d'autres choses. Et que quand c'est pas dans la littérature scientifique, ça ne veut pas dire que c'est peut-être pas vrai, c'est juste peut-être qu'on n'a pas encore exploré cette question, peut-être qu'on n'a pas encore assez de ressources autour de ça, mais ça au moins il y a un consensus là-dessus, donc c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment s'appuyer. Donc l'exercice physique, globalement, ça a plein d'effets bénéfiques, et s'il y a un geste qu'on veut faire dans notre vie, parmi tous les gestes possibles, c'est vrai que l'activité physique c'est le champion de tout. En général, il a beaucoup de bénéfices, et pour que ça devienne quelque chose de problématique, il faut en faire 40 heures par semaine, enfin voilà, dans des doses qui ne concernent pas la plupart des gens, en tout cas pas moi. Donc vous pouvez vous dire, l'exercice physique c'est bon pour moi, l'activité physique, et ça va diminuer les maladies cardiovasculaires, les risques d'AVC, les diabètes de type 2, les cancers du côlon et du sein par exemple, et en fait plein d'autres maladies chroniques ont un facteur de risque diminué quand on a de l'activité physique, donc de façon générale c'est tout à fait intéressant. Et puis ça renforce les os et les muscles, ça augmente l'espérance de vie. Donc déjà, sans rentrer dans le cerveau, de façon générale, c'est vraiment un geste très bénéfique. Si on rentre dans le cerveau, avec cette très belle image de Ramani Kahal, qui était un neuroscientifique très célèbre, qui a eu un prix Nobel, on voit qu'on peut aider à créer de nouveaux neurones. Donc on ne le voit pas ici sur cette image, c'est juste une belle image de neurones, mais en fait ça aide à créer des nouveaux neurones, cette activité physique. Donc quand on fait de l'activité physique au quotidien, on va effectivement favoriser la croissance de nouveaux neurones, la création de nouveaux neurones, et ça c'est assez génial. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc il y a beaucoup de choses à lire, mais je vais vous parler, je vais vous expliquer surtout ce que c'est. Il y a des effets biologiques assez forts, c'est-à-dire que l'activité physique va permettre de favoriser la neurogénèse, la création des neurones, mais aussi la synaptogénèse, la création des synapses. Les synapses, c'est les connexions entre les neurones, c'est ces petits espaces où des neurones se parlent les uns avec les autres. Donc non seulement on aide dans son activité physique à créer des neurones, mais on aide aussi les neurones à communiquer entre eux, à avoir des bons passages d'informations les uns avec les autres. Ça améliore, ça augmente le flux sanguin cérébral et l'angiogénèse. Pourquoi c'est important? L'angiogénèse, c'est la création de nouveaux vaisseaux sanguins. C'est important parce que le cerveau, c'est un organe très vascularisé. Il a des petits vaisseaux tout fins qui viennent jusqu'au creux de cet organe pour apporter aux neurones de l'oxygène et du sucre, qui sont ces deux aliments principaux. Et donc si notre flux sanguin cérébral n'est pas super, n'est pas efficace, effectivement, les neurones n'ont pas, et toutes les cellules qu'il y a autour des neurones, les cellules gliales et toutes les autres, n'auront pas en fait leur nourriture pour fonctionner. Donc c'est quelque chose qui peut aller dans l'effet inverse de ce qu'on veut, c'est-à-dire ne pas aider le cerveau à fonctionner. Oui, madame? Est-ce que vous enverrez un PowerPoint en mail? Alors je ne pense pas que ce soit possible. Par contre, tout est enregistré et il y aura aussi le PowerPoint et ce que je dis ensemble qui sera sur le site du LPNC. Donc vous pourrez avoir accès à toute cette conférence à nouveau et tous les supports. Merci, ça me permet de le dire que je n'avais pas dit. Les facteurs neurotrophiques vont être aussi augmentés. Donc les facteurs neurotrophiques, c'est des facteurs, des protéines, des substances qui vont aider en fait les neurones à croître et à se développer, à aller au bon endroit, là où ils sont utiles. On augmente le volume de matière grise et de matière blanche. Surtout dans le cortex préfrontal et dans l'hippocampe, le ratio matière grise, matière blanche. Les neurotransmetteurs comme la sérotonine, là c'est un petit nom 5-HT, mais c'est la sérotonine et l'endorphine qui sont des neurotransmetteurs associés à de la sérénité et puis à un bien-être global, et ça diminue les tensions musculaires. Donc il y a des effets vraiment biologiques qui vont avec l'activité physique, auxquels on ne pense pas forcément, mais dites-vous voilà, que la prochaine fois que vous êtes en train de faire un petit effort physique, vous êtes en train de favoriser tout ça.
qui aident derrière du coup votre activité cognitive et cérébrale. De façon un peu plus moins biologique en termes de cognition, donc de nos fonctions intellectuelles qui nous aident à voir le jour autour de nous, à prendre des décisions, à synthétiser tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend. On va avoir des améliorations dans les processus de mémorisation et dans les apprentissages, dans les processus attentionnels, donc pour la concentration par exemple, dans notre capacité de contrôle de soi, le contrôle cognitif et les fonctions exécutives, et les performances scolaires si on est plus jeune, mais aussi adulte, d'accord ? On apprendra mieux, quel que soit notre âge, grâce à cette activité physique. Et on diminue les risques de démence et de pathologie liées à l'âge. Donc on a à la fois des bénéfices et des diminutions de risques de pathologie. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles, c'est des études qui montrent des effets qui sont à court terme. Par exemple, aller faire un petit peu d'activité, puis juste après on essaye de mémoriser, là on voit un effet, mais aussi à long terme. C'est-à-dire que si on fait de l'activité régulièrement, à long terme, on voit qu'on arrive à améliorer un peu nos capacités de mémorisation et d'apprentissage. Et puis enfin, un bien-être psychique, c'est-à-dire qu'on voit des diminutions de score d'anxiété, de score de dépression, de comportement psychotique, et en gros, on augmente la stabilité émotionnelle. Et c'est vrai à tout âge, c'est-à-dire que ça permet effectivement, ça vous est peut-être arrivé, d'être sous le coup de grosses émotions, et puis de sortir marcher une bonne heure, vous revenez, ça va un peu mieux, d'accord ? Il y a une régulation dans notre corps qui se fait, on sécrète beaucoup de choses quand on ressent des émotions fortes, et la régulation par le corps fonctionne, ça permet d'évacuer ces molécules qu'on sécrète à ce moment-là. Donc voilà, une liste pas exhaustive, mais déjà bien sympathique, de choses qui vont être vraiment intéressantes en faisant de l'activité physique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité physique ? Donc là, c'est écrit en petit, mais vous voyez quelques dessins qui vous donnent un peu des idées. Ça, c'est l'OMS, donc c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui a fait ce petit résumé, vous pouvez le trouver sur leur site. Et ça va expliquer en gros que ce qu'il faut combattre en tout premier, c'est la sédentarité, c'est-à-dire éviter de passer sa journée assis ou allongé, et puis le plus possible commencer à bouger. Donc on n'est pas forcément dans le sport, d'accord ? C'est vraiment de casser la sédentarité et de commencer à avoir une activité. Et donc ça peut être tout à fait juste de marcher déjà une demi-heure par jour, une heure par jour, ou de se lever régulièrement dans sa journée pour se mettre un peu en mouvement. Mais ensuite, ce qui est vraiment recommandé pour les adultes aînés, et les adultes aînés, c'est cette partie ici, les adultes et les aînés, et puis après on aura aussi cette partie ici, donc qui peut nous concerner aujourd'hui un peu plus, c'est 150 à 300 minutes par semaine d'activité physique. Donc 150, c'est un peu plus de 2 heures, d'accord ? 300 minutes, un peu plus de 4 heures. Donc on va avoir, voilà, par semaine. C'est-à-dire que dans une semaine, on distille ça dans la semaine, avec l'idée que c'est peut-être plus efficace d'en faire régulièrement dans la semaine qu'un gros bloc le samedi où on fait 4 heures de randonnée. Mais on prend les 4 heures de randonnée, bien sûr, si c'est ce qu'on a, on les prend, même si on n'a rien fait d'autre. Toute activité physique est bonne à prendre, c'est ça qui est dit, chaque mouvement compte. Et puis, au moins, ici, 3 jours par semaine d'activités variées pour l'équilibre et la force. Donc, dans le type d'activité qu'on peut faire, on peut se dire des choses qui agissent sur l'équilibre et des choses qui agissent sur la force. Donc, du renforcement musculaire, des choses où on doit faire un vrai effort de pousser ou de tirer, ce genre de choses qui est très bon pour les os et les muscles, bien sûr, mais qui a aussi un effet, en gros, sur le cerveau et sur les productions de molécules dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est ce que recommande l'OMS. Maintenant, il faut se dire, moi je fais pas ça, je fais déjà ça, tant mieux. Ce que vous dites dans la tête, ce qui compte, c'est de se dire que si vous voulez faire un petit pas dans ce sens-là, un petit peu vaut mieux que pas du tout, d'accord ? Même si c'est pas encore cette recommandation-là, il vaut mieux se dire, maintenant, une petite demi-heure par jour de marche, c'est très bien, une demi-heure par jour de marche, du bricolage, du jardinage, d'accord ? Déjà bouger, c'est super, et puis arriver à ces recommandations, c'est ce qui semble être le plus efficace à l'heure actuelle pour contrer tous ces effets nocifs qu'on peut voir avec le vieillissement. Et donc de façon générale, en termes de santé cérébrale, ça repoussera l'arrivée du déclin cognitif lié au vieillissement naturel. Donc en vieillissant, on a tous naturellement une petite chute, mais c'est une toute petite chute de certaines performances cognitives, d'accord ? Il y en a d'autres qui s'améliorent. La mémoire sémantique, par exemple, nos connaissances ne font que s'améliorer au fil du temps, tant qu'on n'a pas de pathologie. Mais il y a d'autres fonctions qui effectivement sont un petit peu plus mises à mal, mais elles fonctionnent quand même très bien, d'accord ? Au quotidien, si on est autonome, elles fonctionnent bien. Mais l'exercice physique va permettre que ça fonctionne bien et qu'on repousse un peu ce déclin naturel.
Et puis ça réduit ces risques de développer des pathologies liées à l'âge comme Alzheimer et Parkinson. J'ai dit tout à l'heure, je le redis parce que je sais que c'est d'intérêt particulier, donc la littérature appuie vraiment ça. Voilà pour l'exercice physique. Donc c'est le premier geste. Il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, ce sera ces 4 choses-là, l'activité physique, et puis après on va passer à la nutrition. D'habitude, je vous fais faire quelques petits jeux ici, comme ce jeu-là, je vais vous en faire un, c'est parce que ça détend la tête, vous m'écoutez parler, mais autant que vous fassiez quelque chose. Donc là, je vais vous montrer une image, ça va aller très très vite, et il va falloir essayer de me dire combien il y avait d'objets sur l'image, combien il y avait de formes au total. Ne paniquez pas, ça va vraiment vite, c'est-à-dire que je vais faire hop, hop, et vous allez me dire « Ah, ça va trop vite », je sais. Mais vous allez voir que vous trouvez des estimations qui ne sont pas si pires. C'est-à-dire que vous ne me dites pas 112, vous allez me donner quelque chose de très proche du chiffre. Donc j'y vais, concentrez-vous. 1, 2, 3. C'est 7, 8. 7. Il y a beaucoup de 7, quelques 8. Et du coup, les autres, en entendant 7, 7, 7, n'osent peut-être pas dire non 6. Donc, on va le regarder ensemble. 2, 4, 6, 7, effectivement. Donc ça, c'est un genre d'activité qu'on fait pour aider, obliger à être un peu rapide. Il y a de la mémorisation, parce que j'essaye d'aller assez vite pour que vous ne puissiez pas compter en direct, parce que je sais que vous savez compter, c'est pas très stimulant de compter. Mais si vous voyez l'image et qu'après dans votre tête vous devez essayer de compter, il y avait quoi déjà et de vous souvenir, il y a un petit effort de mémorisation. Et surtout, je vous oblige à aller vite, ce qui, c'est vrai, avec le temps, on aime bien avoir son temps et être un peu plus tranquille. Et donc là, ça oblige à revenir sur, ok, je suis obligé d'être un peu dans une petite rythmique. Donc là, c'est moi qui vous oblige à faire ça. Oui. Moi, j'ai juste une question sur l'activité physique. Oui, l'activité physique. Il y a une norme dont on entend beaucoup parler, les 10 000 pas par jour. Oui. Moi, j'ai un tracker qui toutes les heures, si j'ai pas bougé, qui me dit, oh là là, il faut faire 250 pas. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Donc je vous répète la question de madame qui a un tracker pour suivre ses pas par jour. Peut-être vous êtes plusieurs dans ce cas-là. En tout cas, dans ma famille, j'en connais beaucoup qui ont leur tracker. Et donc, est-ce que ces 10 000 pas par jour, c'est bien, c'est efficace ou pas? Il y a effectivement une littérature qui montre que les 10 000 pas par jour, ça aide. D'accord? Donc, si vous bougez, donc tant qu'on fait en fait de l'activité, on n'est pas immobile, on est dans ces recommandations de l'OMS. Donc, marcher, c'est une activité comme une autre qui sera bonne. Et qu'on prend, bien sûr, c'est à prendre tout de suite dans les bonnes pratiques qu'on a. Il y a même des études assez récemment qui disaient que finalement ça peut être un peu moins de 10 000, qui serait efficace. Et oui, l'idée c'est simplement de se dire, l'étude par exemple celle-là, elle est récente, c'est une bonne étude à ma connaissance. Et ce que je vous propose ici, c'est des choses qui sont depuis plusieurs années, voire des dizaines d'années, et qui sont sur des consensus qui ont été répétés et re-répétés. Et les nouvelles études, en général, on les voit arriver, mais elles ne sont peut-être pas encore répétées, répliquées. Donc en termes de solidité, c'est à prendre bien sûr cette étude scientifique, donc c'est sérieux, mais peut-être qu'une autre étude un peu plus tard va dire « Ah moi, j'arrive pas à trouver comme eux, avec juste 7000 pas, bah, finalement, je vois pas les effets que eux m'ont montrés. » Donc je pense que la bonne pratique à garder, c'est que les 10 000 pas, c'est super, puisque ça fait bouger. On n'est pas assis, on est en mouvement. Mais si c'est pas les 10 000 pas et que c'est autre chose, c'est à genoux dans le jardin, en train de se monter, descendre, de planter, de tout ça, ça aussi, c'est de la bonne activité physique. Donc tout ce qui fait bouger, c'est bon à prendre. Et après, vous avez ces recommandations de l'OMS, si vous voulez être vraiment spécifique, et que vous êtes très motivé, que vous le faites régulièrement tout au long de l'année, et ben voilà, vous pouvez aller un peu plus loin dans ces recommandations, de faire des choses qui sont sur de la force, ou voilà, d'autres pratiques qui font un peu transpirer. Excuse-moi, que le grand public comprenne, 10 000 pas, ça équivaut à combien d'heures de marche? Je ne sais pas du tout. Parce que chacun a sa taille de pas. Moi, c'est sûr que ça va être très long, parce que je... Non, je sais pas. Généralement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout parce que je suis pas spécialiste de ça. Moi, je suis quelqu'un qui généralise beaucoup, et donc mon métier, c'est d'aller prendre ces informations très très validées dans la science et de vous les donner pour, voilà, dans ce cas-là, la prévention. Mais je ne suis pas spécialiste des pas et de tout ça. Non, pas du tout. Si l'information vous est très importante, je pense qu'on peut effectivement la diffuser pour que vous l'ayez. Je sais qu'il existe un convertisseur de pas en kilomètres. Voilà, il y a un convertisseur de pas en kilomètres, et puis vous pouvez compter combien de temps ça vous fait de faire 10 000 pas. Alors, bien sûr, compter 10 000 pas dans sa tête, c'est long, mais si vous avez votre tracker, vous allez y arriver. Donc, j'ai pas la réponse à cette question. Je suis désolée, je ne l'ai pas exactement. J'avance pour
pour le temps. Donc ça, c'est des jeux qu'on peut faire, c'est ce qu'on va faire à l'atelier d'après, pour ceux qui sont là. Donc j'avance, je ne vous les fais pas faire maintenant, mais c'est ce genre de jeu, et oui, il y en a qui sont très longs, avec un petit peu d'explication de ce qu'on stimule en termes de fonctions cognitives, pour vous donner un peu d'informations métacognitives sur quelles sont mes fonctions à moi, comment elles fonctionnent. Maintenant, je passe sur la partie nutrition. La partie nutrition, c'était ce deuxième pilier qui nous aide du coup à prévenir un vieillissement pathologique éventuellement, en tout cas à essayer de vieillir en bonne santé au niveau intellectuel. Et ce qu'il faut se dire, pareil, peut-être revenir à des bons principes, c'est-à-dire que chaque aliment qu'on mange est décomposé en petites briques, d'accord, qui ensuite vont être incorporées à nos cellules. Donc il y a cette loi qui est, d'accord, on ne crée rien, tout se transforme. Donc effectivement, les cellules de la peau, par exemple, elles sont renouvelées très régulièrement, tous les 2 jours, je crois, c'est très rapide. Donc il faut de la matière pour les créer une fois qu'elles sont mortes et que la peau morte tombe par terre. Il faut les renouveler. Et c'est la nourriture qu'on mange qui nous permet de renouveler nos cellules, d'accord. Cette nourriture qu'on mange, elle va effectivement être incorporée à nous-mêmes. Donc dans cette idée-là, plus la nourriture qu'on mange est de qualité, et le moins notre corps a à faire un tri avec ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour garder ce dont il a besoin, le plus ce sera dans quelque chose d'efficace, qui demande un peu moins d'effort à mon système digestif, etc., etc., le mieux ce sera. Ici, je vous ai mis pour information, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut manger, pas du tout. Pour information, la composition du cerveau. Donc vous avez un 60% qui est plutôt des lipides, le cerveau c'est une matière assez grasse. Vous avez 32% qui est plutôt des protéines, en vert ici. Et puis vous avez un petit 8% autre, c'est-à-dire du sucre, des vitamines, des minéraux, des ions. Ça, c'est la composition de notre cerveau. Il est fait de ça. Il ne faut pas se baser là-dessus pour se dire, du coup, je dois manger 60% de gras, 32% de protéines, c'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est juste pour information. Mais donc, pour comprendre aussi comment le cerveau fonctionne, je vous disais tout à l'heure, c'est un organe très vascularisé. Donc ici, il y a une représentation très simplifiée de la barrière hémato-encéphalique. La barrière hémato-encéphalique, c'est vraiment un gros mot, mais hémato, ça veut dire sang, encéphalique, ça veut dire encéphale, cerveau. Et donc, c'est un réseau d'artères et de veines qui vient entourer le cerveau, qui est très, très, très dense, très lié, et puis qui va plonger dans le cerveau pour envoyer des veines, et partout, et puis des petites artérioles pour nourrir le cerveau et lui apporter ce dont il a besoin. Donc sur la droite, on voit qu'il y a un capillaire sanguin en rouge, et dessus sont connectés, sont collés des astrocytes, et juste derrière, il y a un neurone en jaune. Et donc en fait, c'est un peu comme ça que, par les astrocytes, va venir les nutriments qui vont aller nourrir le neurone du sang jusqu'au neurone. Donc ça, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que notre système cardiovasculaire soit le plus en santé possible pour que mon cerveau fonctionne le mieux possible. Les deux sont indissociables. Donc le cerveau reçoit 20% de la consommation totale du corps en oxygène. Tout ce qu'on respire, il y a 20% de ce qu'on respire en oxygène qui va aller au cerveau, et 25% de ce qu'on consomme en glucose qui va aller au cerveau aussi via cette barrière hémato-encéphalique. Donc c'est conséquent. Si on mange un bonbon, 25% de ce bonbon pourrait aller au cerveau. Vu que et mon cerveau ne fait pas 25% du poids de mon corps, c'est beaucoup plus petit que ça. Donc si on prend cette information, on se dit, que dois-je manger? Du sucre? Bon bah non, évidemment. Pourquoi? Parce que le sucre, c'est un peu la mort du système cardiovasculaire. Donc le sucre brut, c'est vraiment pas ce qu'il faut manger, même si moi j'adore ça, et ça se voit. C'est pas la bonne solution. Il vaut mieux aller sur des apports en glucose stables et réguliers, comme par exemple tout ce que vous voyez là, des farines complètes, des céréales, des choses de cet ordre-là, dans lesquelles il y a des sucres. Les légumes, les fruits, il y a aussi des sucres dedans naturellement, et ça suffit comme apport pour mon cerveau. On n'est pas obligé d'aller sur des choses très transformées ou très sucrées qui ne sont pas du tout bonnes pour le système cardiovasculaire. Donc, bien sûr, madame, le chocolat de temps en temps. Mais en vérité, vous verrez ici, je vous donne des conseils issus de la science, des bonnes pratiques. Mais ne ressortez pas en disant « Ah là là, il faut que j'arrête ça, il faut absolument que je fasse ça ». D'accord, il faut vivre, d'accord. Moi, je suis vraiment quelqu'un, et ça se voit, je vis bien. Mais au moins, vous êtes informés. C'est ça, l'idée, c'est comment vous êtes éclairé sur le sujet, et après, vous pouvez prendre vos décisions à vous en fonction de ce qui compte pour vous, et de ce qui est important pour vous. C'est ça l'intérêt de transférer ces informations, c'est vraiment ce qui compte. Chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut, donc vous verrez, vous, en fonction de vos objectifs et de ce qui vous convient bien au quotidien, ce que vous voulez mettre en place. Mais au moins, vous savez.
D'accord? On ne pourra pas dire je ne savais pas, j'ai mangé du Nutella tous les jours, c'était pas bon pour moi. Moi, je ne peux plus dire ça depuis longtemps. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux le sucre sous forme de fructose que de glucose? Est-ce que il vaut mieux les sucres? Ouais, et ben c'est vrai, alors je pense que j'ai dans mes feeds des réseaux sociaux actuellement beaucoup de choses comme ça qui disent tout ça se vaut, fructose, glucose, c'est les mêmes molécules au final. C'est vrai que tout ce qui s'absorbe rapidement, ça augmente, ça fait des grosses variations glycémiques. Donc c'est pas tellement une question de ce qui va arriver au cerveau, c'est plus une question de comment mon corps réagit à l'arrivée de sucre très rapide qui s'absorbe très vite. Et en fait, il se trouve que la farine blanche 50, je sais plus, la taille 50, versus une farine taille 160, je dis n'importe quoi, c'est pas la taille, vous voyez ce que je veux dire? T, merci, T120 ou T80 ou T50. La différence, c'est quoi? C'est qu'elle elle est très digérée en fait. À T50, elle est mise en toute petite fine poudre et il n'y a plus de fibres dedans. Donc mon corps l'absorbe de façon extrêmement vite, un peu comme un jus de fruits, un peu comme des choses où en fait il n'y a plus les fibres. Et ça, c'est une question plus de glycémie. Donc s'il y a des personnes qui sont diabétiques ici, vous connaissez sûrement ça par cœur avec vos médecins qui vous expliquent comment ça marche. Donc c'est pas vraiment une question de ce qui arrive au cerveau, c'est plus une question de ce que ça fait en termes d'index glycémique et le pic que ça provoque. Donc évidemment, c'est pas super bon d'avoir des choses où le sucre s'absorbe facilement très vite parce qu'on absorbe plus d'un coup. D'accord? Un gros verre de jus de fruits, on absorbe tout de suite le sucre, alors qu'une pomme qu'on croque, le sucre va s'absorber lentement dans le temps en fonction de nos besoins. Donc il y a quelque chose d'un petit peu plus modéré là-dedans. Voilà. Mais pour le cerveau, c'est pas forcément un gros différentiel. C'est un gros différentiel pour le système cardiovasculaire et c'est pour ça que il vaut mieux aller sur des choses qui se digèrent plus lentement. Donc là, l'idée, c'est, encore une fois, comme avec l'alimentation, même de petits changements peuvent avoir un effet. Donc pareil, tout ce qu'on fait est bon à prendre. Si c'est aujourd'hui, je consomme des bonbons tous les jours et finalement je laisse les bonbons et puis je les remplace par un bout de fromage ou autre chose, c'est très bien, c'est bon à prendre. Donc l'idée, c'est l'assiette colorée. Là, il y a des exemples un peu, mais vous voyez l'alimentation méditerranéenne à laquelle on pense historiquement, parce qu'aujourd'hui, tout le monde mange un peu partout, presque en Europe. Mais c'est des légumes frais, des fruits frais, c'est de l'huile d'olive, des épices, c'est des protéines, des viandes qui sont peut-être pas ultra grasses, mais des poissons gras, c'est très bien. Là, il y a le chocolat noir, pour quelqu'un qui demandait, donc qui fait partie de l'alimentation méditerranéenne. Et en gros, c'est une assiette variée, diversifiée et équilibrée, donc un peu de tout. Si vous êtes très intéressé par ces questions, il y a effectivement des ressources vraiment intéressantes où ça rentre dans les détails de tout, si vraiment c'est des questions qui vous animent. Mais globalement, c'est de se dire, le plus c'est frais, le mieux c'est. D'accord, le moins de choses ultra transformées dans les supermarchés parce qu'il y a des tas d'additifs dedans, il y a du sucre toujours en plus, il y a du sel en plus, il y a des choses dont on n'a pas forcément besoin tout le temps. Et donc là, on est sur des choses que mon corps va absorber facilement en termes de qualité. D'accord ? Il va peut-être travailler pour digérer, mais en qualité, ce sera parfait. Et donc c'est quoi ? C'est des légumes et des fruits, des poissons, des volailles, des œufs, des fromages, des yaourts. Il y a le vin, vraiment que je l'enlève, et viande rouge, sucreries, produits transformés, pas trop. Le vin, il est dans le plus-moins, c'est-à-dire que c'est une question culturelle. On met ça en France, on ne mettrait jamais ça aux États-Unis, par exemple, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas cette culture. Et c'est vrai que tout alcool n'est pas bon, aucun alcool n'est bon pour la santé. Ça n'existe pas. Après, c'est des choix qu'on fait en fonction de ce qu'on a envie de faire ou pas. Donc cette nutrition, elle améliore notre glycémie, c'est intéressant. La glycémie, ça va aider à une bonne santé cardiovasculaire. Si on n'a pas une glycémie dont on parlait tout à l'heure, qui pique trop et qui descend très bas tout le temps, ça améliore le taux de cholestérol, la santé des vaisseaux sanguins. Et c'est ça qu'on veut vraiment, c'est-à-dire que cette santé des vaisseaux sanguins, c'est crucial pour que mon cerveau tourne bien. C'est un peu comme si ma voiture était encrassée tous les jours parce que rien n'a été soigné. Le système cardiovasculaire, s'il n'est pas soigné, mon cerveau aura un petit peu plus de mal à tourner bien. C'est imagé, mais c'est un peu l'idée. Et ça participe à diminuer les risques de démence et de déficit cognitif. Donc évidemment, c'est ce qu'on nous souhaite à tous, qu'on ait le moins de risques autour de ça. Je fais mon petit bémol tout de suite maintenant, parce que souvent on me pose la question. Aujourd'hui, on ne sait pas faire en sorte de ne pas avoir une démence. Donc même tous ces gestes
d'accord? Ils nous aident, ils vont diminuer des facteurs de risque, et tant mieux, et on ne saura pas faire en sorte qu'il n'y ait pas une démence si on doit avoir une démence, et donc on l'aura de toute façon. Mais voilà, on ne sait pas si on l'aura ou pas. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ça, et on ne sait pas les soigner non plus. Donc on fait avec ça aujourd'hui, mais c'est comme ça. Sur la démence, alors on peut effectivement pas forcément l'éviter, mais on peut diminuer l'intensité ou pas? Alors pour la démence, on ne sait pas l'éviter, effectivement, mais est-ce qu'on peut diminuer l'intensité? Retarder. On peut retarder effectivement tout le démarrage dans les démences. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais ce que j'ai lu de la littérature là-dessus, tout le démarrage, effectivement, les stades 1, 2, où la personne, même au niveau des prodromes, ça c'est ce qu'on voit ici, parfois on a une pathologie qui se déclare, mais elle est bien cachée pendant plusieurs années. Tout ce qu'on a ici, ça aide effectivement à ralentir sa progression. Et quand, par exemple, on fait de la stimulation cognitive ou des activités qui vont stimuler l'intellect, on peut aider à ralentir la progression. Mais de toute façon, on tombera dans la maladie à un moment. Mais on peut ralentir effectivement sa progression. Ces compléments, dans cette nutrition, il y a la question des compléments alimentaires. Donc régulièrement, il y a des études qui sortent. Là, il y en a une qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui dit effectivement, il y a un effet très faible mais modéré qui aiderait à ralentir le vieillissement global. Donc les compléments alimentaires, c'est pas sûr que ça ait des bénéfices. Il y a beaucoup d'études qui disent qu'on voit rien, beaucoup d'études qui disent qu'on voit quelque chose, vitamine D, vitamine, tout ça. Donc c'est pas très concluant, d'accord? Pour moi, c'est pas très concluant, mais vous trouverez des études qui disent que oui, c'est un bénéfice, mais vous trouverez aussi des études qui disent qu'on voit rien. Donc ça nous aide pas à décider. Les antioxydants, oui, ça a été validé. Les antioxydants, c'est tous les aliments qui vont lutter contre l'oxydation naturelle des cellules. L'oxydation des cellules, c'est la mort de la cellule. C'est comme ça que les cellules meurent souvent, c'est par l'oxydation. L'oxydation est provoquée par exemple par le soleil, pour l'oxydation des cellules de la peau, par le tabac, il y a plein de composants qui créent l'oxydation. Et il y a des aliments qui luttent contre cette oxydation. Donc c'est toutes les baies. Les baies de goji ont été fameuses pour ça un moment, mais les myrtilles, tous les petits fruits rouges comme ça. Aussi ce qu'il y a dans tous les légumes très verts, le chou kale qui a été très à la mode, mais en fait voilà, la salade, les épinards, c'est très bien pour ça. Donc en gros, quand on est dans l'alimentation méditerranéenne avec des légumes de toutes les couleurs, on a des antioxydants et on est bien au bon endroit. Et les oméga 3, effectivement, il y a des études qui montrent qu'ils aident et qui favorisent la mémorisation, qu'ils aideraient à garder une mémoire en bonne santé. Donc on en trouve dans les noix, on en trouve dans certains poissons, dans certaines huiles. Donc vous pouvez regarder ces informations si vous voulez, si vous êtes très intéressé par ça. Donc ça peut aider. Mais dans tout ça, effectivement, ce sont des petits gestes qu'il faut faire si ça vous plaît, si vous êtes bien avec ça. Ne vous forcez pas à consommer des antioxydants, si c'est des baies de goji par exemple, si c'est pas votre truc, parce que ce ne sera pas révolutionnaire. L'effet n'est pas non plus incroyable. J'avance sur le jeu pour vous le faire tout à l'heure pour ceux qui restent. Ici, c'est des jeux où on doit dépasser des bâtons dans notre tête. Par exemple, vous avez ces bâtons-là. Il y a une fourche qui pointe vers le haut et il faudrait qu'elle pointe vers le bas en ne déplaçant que 2 bâtons. C'est le genre de jeu où on travaille dans sa tête, on fait des efforts intellectuels, on est là, comment je vais faire, on ne peut pas écrire. Donc il y a un côté effort, et parfois un peu pénible même. Et j'ai envie de dire, c'est ça qui compte. C'est ce qu'on fait quand on a un travail et qu'on a des responsabilités, qu'on n'a pas le choix de faire certains efforts, c'est de la stimulation cognitive. On est obligé d'entraîner son raisonnement, sa concentration, ses capacités de mémorisation. Et donc ce genre de jeu, mais les jeux de société peuvent faire ça aussi, hein. Le jeu d'échecs, ça fait fort travailler vos fonctions cognitives. C'est la base en fait de ce qui va être intéressant pour se préserver intellectuellement. Donc c'est une des actions qui peuvent être bien. Quelqu'un a une idée pendant que je parlais? Oui? Bon bah, je vous montre une réponse, mais vous allez devoir comparer votre réponse. Il y a cette réponse-là qui est possible. C'est-à-dire qu'on a déplacé les 2 bâtons du bas vers le haut et ça nous fait une fourche qui descend. Et il y a une autre solution qui est possible, qui est de faire du décalage sur le côté. Il y a peut-être quelqu'un qui a pensé à ça. Ouais. Où vous décalez la fourche. Donc, pardon, je vais le faire en entier. Donc vous prenez ce bâton, vous le mettez là comme ça. C'est ça ce que vous faites? Au milieu, voilà, au milieu, de là à là. Et puis celui-là, vous le mettez là. Ce qui fait que là, ce sera ce côté, celui-là, il va venir ici, et ça décale juste comme ça.
Donc ça, il y a peut-être même d'autres solutions, je ne sais pas, c'est les deux qu'on m'a donné au fur et à mesure du temps. Il faut que ce soit la même fourche. Donc si on fait un toit, c'est intéressant, mais ce ne sera pas la même. Mais c'est parfait, vous allez même plus loin que la demande. Donc voilà, on peut le faire avec des maisons, on peut le faire avec plein d'objets, et là on travaille autre chose que tout à l'heure, c'était de la mémorisation. Là on travaille effectivement de la mémoire de travail, c'est-à-dire une mémoire à court terme, on garde dans notre tête des objets, on essaye de les manipuler, et puis une fois qu'on a trouvé une solution, hop, on le dit, d'accord? Et puis après on n'a plus besoin de s'en souvenir. Ça c'est une mémoire qui est très précieuse pour fonctionner au quotidien, sans elle on n'y arrive pas. Ouais. Est-ce que vous connaissez l'application HappyNeurone? Oui, HappyNeurone c'est bien, c'est très sérieux. Oui, justement il y avait pas mal d'exercices comme ça, Oui. mais je voulais avoir votre avis. Oui, vous pouvez, si vous aimez ça, oui, continuez à les faire. Ils sont basés vraiment sur la science, ils ont des chercheurs en sciences cognitives qui ont produit leur programme. Donc HappyNeurone, eux, c'est une société qui est basée à Lyon, donc ils sont en plus franco-français, donc c'est pas mal. Mais il y en a plein d'autres, il y a Lumosity, il y a Neuronation, et il y en a quelques-unes d'applications comme ça qui sont sérieuses, c'est-à-dire qui sont vraiment basées sur la science et qui font bien leur travail pour proposer des activités de stimulation cognitive, absolument. Ouais. Oui, vous pouvez tout à fait utiliser ça, c'est sérieux. Ouais. Il y a aussi des exercices pour les personnes qui n'ont pas la vue. C'est Happy Alors, ou Happy? C'est Happy comme heureux, H-A-2-P-Y, HappyNeurone, sans E à la fin. Et pour les personnes qui n'ont pas la vue, c'est ça. Sur HappyNeurone, je ne pense pas, faudra voir. Peut-être qu'ils ont, parce qu'il faut, je pense, une interface un peu particulière ou avoir son ordinateur équipé. Je ne sais pas s'ils ont prévu ça. Je ne sais pas du tout, c'est une bonne question. Il existe en dehors de l'application des exercices aussi pour stimuler le cerveau, autrement que par des exercices physiques. Oui, absolument, absolument. En fait, la recette de la stimulation cognitive, on y vient, je vais vous la donner, et vous allez pouvoir trouver vous-même tout ce qui va être stimulant, parce que là, il y a des jeux, mais il y a plein de choses en fait. Donc la stimulation cognitive, c'est quoi? C'est un autre des piliers, c'est en gros trois choses, des efforts, donc des efforts intellectuels, et c'est vraiment se dire, ça dépend de chacun. Un effort pour moi ne sera pas le même pour quelqu'un d'autre qui aura besoin que ce soit beaucoup plus difficile que ce que moi, là où moi je commence déjà à me dire, ah c'est dur, d'accord? Et pour quelqu'un d'autre, ce sera l'inverse. Donc il faut qu'on fasse des efforts quand on est en train de faire l'activité. Donc si par exemple on bricole et qu'on se prend la tête à calculer un angle pour bien découper son morceau de bois, c'est de la stimulation cognitive, d'accord? Il y a un effort intellectuel à ce moment-là. Quand on est en train de faire une chorégraphie de danse, parce qu'on a un cours de danse, de la danse country en ligne, et qu'on est en train de galérer avec les pas pour s'en souvenir et pas se tromper, c'est de la stimulation cognitive, d'accord? Vous faites un gros effort de concentration, gros effort de mémorisation. Donc ce qu'il faut, c'est cet effort. Diversité cognitive, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur ses acquis, que faire de la mémorisation, que faire du raisonnement. Le plus c'est varié, le mieux c'est, comme ça on stimule toutes les fonctions. Et de la nouveauté, parce que quand il y a de la nouveauté, on est sûr de ne pas refaire tout le temps la même chose. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on a tendance peut-être à aller vers la facilité au bout d'un moment. Donc par exemple, si on fait des sudoku et qu'on les fait le matin en 2 minutes, parce que ça y est, ça fait 5 ans qu'on est bien rodé, on n'est plus dans la stimulation cognitive. Il faut passer à une version un peu plus dure. Pareil avec les mots croisés, les mots fléchés. Le Scrabble, d'accord, tout ça, ça peut être très très stimulant, mais il faut que ça nous demande cet effort. Et pour que ça continue de demander cet effort dans le temps, il faut de temps en temps remettre un peu de la nouveauté dans tout ça. Ça, c'est une bonne façon d'être sûr qu'il y aura l'effort. Et qu'est-ce qu'on stimule? Toutes nos fonctions intellectuelles. Donc là, il y en a quelques-unes. Il y a la concentration, il y a la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, il y a le raisonnement, il y a le contrôle qui est assez important. Le contrôle, c'est tout ce qui est lié à notre cortex préfrontal qui effectivement se dégrade avec le temps, avec l'âge, et on perd un peu ce contrôle de soi. Donc je ne sais pas, moi je me souviens de ma grand-mère qui vraiment, quand très très âgée, rôtait à table, et c'était un peu le privilège de l'âge. Mais c'était aussi le fait que c'est beaucoup plus dur pour elle de se contrôler, parce qu'avec le temps, c'est plus dur d'imiter des comportements inappropriés. Donc ce contrôle, c'est bien de l'entraîner aussi, pour garder un petit peu ce contrôle de soi quand on veut l'avoir. Et puis les représentations dans l'espace qui sont comment on se gare, comment on garde sa voiture, comment on se représente une ville. Donc il y a toutes ces fonctions-là qu'on peut stimuler et sur lesquelles on peut travailler pour garder un intellect performant. Donc comment on stimule? Voilà, ça répond à une question de tout à l'heure. Des activités collectives, dès qu'il y a d'autres personnes, vraiment on fait des efforts parce qu'on ne peut pas dire tout ce qui nous passe par la tête, parce qu'on doit attendre son tour, parce qu'on est en interaction avec les autres, ça demande des efforts et c'est très bien.
Les jeux, donc jeux de société, les escape games, les jeux voilà, comme il y a là dans les expositions pour apprendre des choses. Donc dès que ça nous demande un petit effort, ce sera bon à prendre. Donc là j'ai mis le bricolage, mais si vous faites du jardinage un peu complexe avec des dates et des calculs pas possibles, c'est aussi stimulant. Vous faites un gros effort pour savoir quand est-ce que vous faites vos semis, etc., agencer votre espace. Apprendre des nouvelles choses, donc ça c'est vraiment le Graal de la stimulation cognitive. Tout apprentissage nous stimule vraiment très fortement. Donc un cours de poterie, on n'a jamais fait de poterie, un cours de danse, un cours de langue, apprendre des nouvelles langues, apprendre un instrument de musique, c'est très très stimulant. Donc à choisir, si vous dites j'hésite depuis toujours à apprendre, je sais pas, l'arabe, allez-y, extrêmement stimulant, très dur. L'italien, n'importe quelle langue que vous aimez, d'accord ? Ça, ce sera vraiment super. Et puis, il y a aussi tout le côté organiser des actions, des événements. Donc, si vous êtes actif et que vous travaillez tous les jours, vous êtes dans la stimulation cognitive déjà, juste en allant travailler, parce qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Mais si vous êtes bénévole ou vous organisez des tas de choses régulièrement, c'est de la stimulation cognitive. Coordonner des plannings, organiser un événement, c'est beaucoup de stimulation cognitive. J'ai une question par rapport à la stimulation cognitive. Moi, je joue en ligne et on joue contre des robots. Et au début, ils vous laissent gagner, puis après, petit à petit, ça devient de plus en plus dur. Et moi, j'ai tendance à, quand j'ai perdu 18 fois, j'ai tendance à me décourager. Est-ce que c'est normal? Alors, bonne question. Donc, madame explique qu'elle joue en ligne et puis qu'au début, le robot en face la laisse gagner, mais qu'au bout d'un moment, ça devient de plus en plus dur. Et quand elle a perdu au bout de 18 fois, elle se décourage, elle n'a plus envie. Est-ce que c'est normal? Donc oui, on est des êtres humains. Donc ça, vraiment, notre motivation, notre envie de faire les choses vient aussi du fait que c'est accessible. Si les choses sont trop dures pour nous et qu'on se retrouve en échec en permanence, on n'a plus envie d'y aller. C'est un phénomène très naturel chez nous tous. Donc effectivement, il faut trouver, et c'est un vrai défi, par exemple quand on propose des activités de stimulation cognitive, comme je le fais avec certains de mes collègues, où on fait des ateliers en groupe, donc les gens viennent à 10-12, le défi c'est de trouver des choses assez dures pour que ça demande un effort, mais atteignables pour que les gens aient la satisfaction d'y arriver quand même. Sinon, personne ne revient. On dit « Ah non, ce truc-là, j'ai rien trouvé, je ne reviendrai plus jamais ». Et c'est ce qui nous arrive à nous aussi quand on est chez nous avec nos activités, donc c'est tout à fait normal. Et ce sera un des défis. Normalement, voilà, ces applis comme Happy Neuro, Mimosity, tout ça, ils ont travaillé là-dessus pour que la difficulté soit en fonction de chacun. Donc ça commence un peu facile, puis ça augmente, et puis ça reste au palier où vous êtes bien, vous y arrivez, mais vous faites des efforts quand même. Ça, c'est l'idéal. Et c'est un peu la personnalisation de ce genre de choses. Mais je veux dire, un jeu de société en groupe, voilà, des activités collectives, ça aura ce même effet. L'idée, c'est de le faire régulièrement. Si dans votre activité de semaine, vous avez déjà des activités un peu tous les jours où vous faites des choses avec d'autres personnes, a priori, vous êtes déjà dans la stimulation cognitive. Parce qu'il faut se coordonner, il faut se retrouver, il faut aller à ce cours-là, etc. Donc on est déjà dans ce genre d'activité. Donc là, comme tout à l'heure, il faut trouver quelque chose qui nous motive et qui demande des efforts. C'est important parce que les effets, c'est comme pour l'activité physique, tout est à prendre. Vaut mieux en faire un petit peu que pas du tout, même si c'est une seule journée dans le mois. Mais les vrais effets qu'on observe dans la littérature, c'est quand c'est régulier dans le temps. Donc, trouver quelque chose qui nous fait plaisir, ce sera important parce que ça nous permettra d'y aller toutes les semaines, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, d'y aller régulièrement et c'est là qu'on a des beaux effets. Donc, voilà. Pensez à ça et allez pas faire quelque chose où vous vous sentez puni. Un jeu d'échecs tous les jours parce que c'est bon pour la tête, moi ça me punit. Donc je vais pas faire ça, je ferai autre chose. D'accord ? Trouvez quelque chose qui vous plaît. Et si les jeux d'échecs, ça vous fait plaisir, super. Jeux d'échecs tous les jours, très stimulant. Et plusieurs activités sont nécessaires, c'est-à-dire que l'on peut varier les plaisirs. Essayer d'avoir des activités différentes. Donc comme je disais, apprendre, c'est changer, c'est notre Graal en termes de stimulation cognitive. Ça nous demande des efforts, on sort de sa zone de confort, on reste motivé. L'apprentissage est motivant en soi, on est des êtres curieux, on aime bien comprendre, savoir. Donc allez sur des choses qui vous intéressent et vous aurez cet élan naturel, cette motivation naturelle à vouloir apprendre et comprendre. Et ça crée, ça renforce les connexions neuronales. Vraiment, sur de l'apprentissage, on sait en fait qu'on s'appuie sur cette plasticité cérébrale pour y arriver. Donc n'hésitez pas. Si aujourd'hui c'était le petit peu ce qui vous demandait d'aller à un cours que vous hésitiez à prendre depuis longtemps, allez-y. Donc cette stimulation cognitive, la littérature nous montre qu'elle aide à construire notre réserve cognitive. La réserve cognitive, c'est quoi ? On peut imaginer que c'est comme effectivement un énorme tank qui se remplit à chaque fois qu'on a des activités stimulantes pour l'intellect.
Et plus on en fait dans notre vie, et plus cette réserve augmente. Et c'est un peu comme une protection contre les tempêtes de la vie, les tempêtes intellectuelles de la vie. Donc quand on a des coups durs dans la vie, des choses qui impactent un peu notre santé cognitive, cette réserve nous aide, elle est protectrice. Donc c'est un concept, hein, c'est pas un vrai temps qui se remplit, c'est un concept. Mais en gros, on voit que les gens qui, depuis petits, ont des activités stimulantes pour l'intellect, vont avoir plus de protection dans la vie et plus tard dans la vie, dans le vieillissement aussi, pour faire face aux maladies et aux difficultés. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut commencer à tout âge à remplir cette réserve. Donc si on n'a jamais fait d'instrument de musique, qu'on n'a jamais fait des jeux d'échecs, si on n'a jamais été dans des apprentissages de langue, des choses comme ça, on peut commencer, et il n'y a pas d'âge pour commencer, et augmenter cette réserve et s'aider à se protéger contre tous ces événements de vie. Ça va aider à repousser les effets du vieillissement naturel, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi, et ça s'ajoute au bénéfice de l'exercice physique. C'est-à-dire que si vous faites de l'exercice physique et qu'en plus vous dites « allez, je veux aussi faire des petites choses pour mon intellect en termes de stimulation cognitive », ça va augmenter, d'accord, les bénéfices et ça vous protégera d'autant plus, ou ça diminuera d'autant plus les facteurs de risque. Donc tout est bon à prendre. Les bénéfices qu'on voit, c'est amélioration de la cognition, donc concentration, mémoire, raisonnement, de l'humeur. On a aussi une diminution de l'anxiété et des scores dépressifs. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément anxieux au démarrage, mais ça veut dire qu'on a peut-être tendance à être un peu anxieux ou un peu dépressif, donc pas en termes de troubles psychiques, de maladies, mais avoir une tendance, et ça aide à réguler ça. Ça améliore la qualité de vie, et donc ça diminue effectivement, je viens de le dire, dépression et anxiété. Est-ce que ça va pour vous? Super, j'avance. Un autre jeu qu'on va pas, je vous fais faire le premier parce que ça fait du bien de faire une petite pause entre les sections. Ici on a 3 mots, et puis donc on a point, on a pouce et on a foudre. Et il y a peut-être un 4e mot qui émerge dans notre tête et qui dit « Ah oui, il va bien avec ces 3 mots ». Peut-être qu'on n'a rien qui émerge dans notre tête, et là il faut réfléchir et chercher quel 4e mot, de quoi elle me parle, un 4e mot qui irait bien avec ces 3 mots, qu'est-ce que ça pourrait être? Le coup. Donc il y en a pour beaucoup, le coup est venu, puis il y en a d'autres, pas du tout, le coup n'est pas venu, on dirait de quoi. Mais effectivement, coup de poing, coup de pouce, coup de foudre, ça peut aller ensemble. Donc c'est un type de jeu qui nous fait aller récupérer dans nos connaissances des notions qu'on a déjà. D'accord? On connaît le mot coup, et on doit aller le chercher, mais d'une façon un peu nouvelle. C'est-à-dire que je ne vous donne pas la définition de ce que c'est qu'un coup pour aller chercher le coup dans votre tête. Alors le mot coup, là, ça fait des jeux de mots pas possibles. Je vais en prendre un autre. Donc vous avez arme, oie et page. Ne dites pas le mot même tout bas si vous l'avez, parce que les autres vont vous entendre et ils arrêtent de réfléchir. Donc arme, oie et page, et il y a un 4e mot qui irait bien avec les 3. Et si ça ne vient pas, mais c'est parfait, c'est maintenant qu'il faut commencer à faire cet effort de stimulation cognitive. C'est ça la stimulation. Tous ceux pour qui ça vient tout de suite, c'est super, c'est très gratifiant, mais du coup vous ne faites pas l'effort. Et tous ceux pour qui ça ne vient pas, c'est vous qui êtes en train de travailler et du coup d'avoir les bénéfices de cette stimulation cognitive. Et si ça ne vient jamais, ce qui compte, c'est l'effort, même si on n'a pas la réponse. Même si c'est très frustrant, ce qui compte, c'est l'effort qu'on fait au moment où on cherche. Donc ça, c'est de ça que viendra le bénéfice, c'est de cet effort à faire. Donc là, quand on fait ce genre de jeu, on discute ensemble de qu'est-ce qui se passe dans votre tête, comment est-ce qu'on y arrive, est-ce que quelqu'un a un indice, pour essayer que tout le monde ait d'autres entrées pour aller chercher le mot qu'on cherche dans sa tête. D'accord? Donc on va se dire, on peut essayer de générer tous les synonymes qui vont autour du mot arme, une oie, à quoi ça nous fait penser, une page, et puis à force de générer des mots autour de ça, il y en a un qui fait, ah bah oui, ça irait bien avec les 3 autres, et ça nous vient. D'accord? On ne le fera pas là parce qu'on est très nombreux. Mais est-ce que quelqu'un veut nous donner ce qu'il a trouvé? Blanche. L'arme blanche, une oie qui est blanche et la page blanche. Donc c'était effectivement une possibilité. Parfois, il y a plusieurs possibilités. Mais voilà, il ne faut pas vous dire c'est terrible quand vous n'y arrivez pas, parce que c'est pas du tout le cas. C'est que moi, je fais bien mon travail, c'est très différent. Parce que moi, mon travail, c'est de trouver des choses qui sont assez dures pour que vous bossiez. Si vous arrivez à en trouver de temps en temps, c'est bien, mais il ne faut pas non plus que ce soit tout le temps, il faut que ce soit assez dur. Donc, il y en a où vous ne trouverez jamais, mais c'est OK. Oui. Voilà, c'est pas venu tout de suite. Merci. Donc pour madame, elle a dû chercher, réfléchir, et puis à un moment, c'est venu.
Mais on n'est pas tous égaux là-dessus. Tous ceux qui travaillent beaucoup avec les mots, qui font des jeux de mots, des charades, des anagrammes, des scrabbles, ce sera un peu plus facile pour vous parce que vous êtes déjà habitués à beaucoup travailler avec votre champ lexical, que d'autres qui ne font pas ça au quotidien n'auront pas cette habitude, n'ont pas cet entraînement. Et donc, ce sera à commencer, mais ça se travaille très bien. Vous verrez, en faisant ça, vous allez devenir de plus en plus adepte, et ça viendra de plus en plus facilement. Si vous avez envie de faire ça, bien sûr, il y a plein d'autres choses à faire. Donc, qu'est-ce qu'on stimule quand on fait ça? Notre mémoire sémantique, et en gros, c'est la récupération en mémoire sémantique, c'est comment je vais chercher des notions que j'ai déjà, des connaissances que j'ai déjà, avec un accès qui est plutôt de l'ordre de la catégorisation et avec un peu de raisonnement, de logique. Alors là, c'est de la déduction, mais en gros, c'est pas n'importe quel mot qui me vient qui fonctionne. Si j'ai arme et oie et que je pense à fusil, en disant ça va bien, on chasse les oies avec un fusil, ben, ça marche pas parce qu'en dessous, il y a des pages. Les pages et fusil, ça va pas ensemble. Donc il faut raisonner aussi pour que ça aille bien avec tout ce qu'on montre. Dernière partie, la vie sociale. Donc ça a été dit un peu en dernier dans tout à l'heure, le petit tour de voix autour de quels étaient les piliers pour une santé intellectuelle. Et il y a cette vie sociale, je pense que vous l'avez peut-être senti, on en parlera tout à l'heure après le Covid, moi c'est le moment où j'ai senti à quel point la vie sociale, ça pouvait être bénéfique. Et donc on a à la fois une condition où on peut être avec des relations sociales régulières et puis une condition où on peut être plus isolé, par choix ou pas. D'accord ? Parfois on n'aime pas être au contact des gens, ça nous appartient, il n'y a pas de souci. Ou on n'a pas le choix et il se trouve qu'on est un peu isolé et qu'on n'a pas grand monde autour de soi. La littérature va nous montrer quoi ? Va nous montrer que quand on est isolé, ça augmente le risque de mortalité, ça augmente le risque de maladie chronique et ça augmente le risque de maladie d'Alzheimer. En fait, être au contact des autres, c'est plutôt bénéfique si c'est des relations de qualité. Quand c'est des relations de qualité, si ce n'est pas des relations de qualité, ça n'est pas bénéfique. On améliore notre fonctionnement cognitif, ça améliore notre humeur et ça diminue le risque de déclin cognitif. Donc, privilégions les relations sociales quand ça nous fait plaisir et quand on y est bien. Si évidemment vous n'y êtes pas bien, pour vous c'est un supplice, il y a d'autres choses à faire que la vie sociale. Il y a tout ce qu'on a vu avant si vous avez envie d'aller sur d'autres choses. Je vous montre cette expérience parce qu'elle est assez sympa, je trouve. Donc ici, ils ont mis des participants en 3 groupes. Il y avait un groupe qui faisait 10 minutes de discussion sur un problème social. Donc ça pouvait être, est-ce qu'on rajoute des poubelles dans cette ville, ou n'importe quel problème social, d'accord, collectif, sur lequel on peut réfléchir et essayer de trouver une solution. Un autre groupe était sur des activités stimulantes, type des mots croisés, des mots fléchés, type ce qu'on vient de voir là, d'accord, des anagrammes. Et un autre groupe regardait une série télé rigolote, c'était Seinfeld, une série qui est une comédie, quoi. Et donc ils se sont dit, est-ce que ces 3 activités ont un impact sur notre fonctionnement intellectuel? Est-ce que ça nous aide à mieux fonctionner derrière ou pas? Bien sûr, ils avaient des hypothèses fortes pour se dire que la télé ne va pas aider, et une hypothèse forte sur le fait que l'activité stimulante va aider. D'accord? Et ça, on l'avait déjà vu dans la littérature, donc c'était pas nouveau. Par contre, le fait de discuter sur un problème social ensemble, d'être en collectif et puis discuter, c'était un peu nouveau de se dire que ça aurait un impact. Et effectivement, les gens qui passaient ce temps sur ce problème social à discuter avaient derrière des meilleurs scores en mémoire de travail sur des tests qu'on leur faisait passer que le groupe qui regardait la télé. Et ça, c'était un petit peu nouveau et assez intéressant, c'était de se dire, ah tiens, en fait, c'est pas que la stimulation cognitive qui va nous aider à mieux fonctionner intellectuellement, mais aussi le fait d'être avec d'autres personnes et de discuter de sujets d'intérêt, quoi. Donc là, je recentre un petit peu ce propos, c'est-à-dire qu'effectivement, aller prendre un chocolat, un thé, un café avec un ami ou une amie, c'est très intéressant, c'est plaisant, il ne faut pas s'en priver, c'est de la relation sociale et il y a des intérêts à ça. Mais ici, ce groupe A, l'idée, c'est qu'ils étaient en fait dans un effort, ils essayaient de résoudre un problème ensemble. Donc il y avait un effort cognitif, et en plus, il y avait le côté social qui est un autre effort qui vient s'ajouter, le fait d'être à plusieurs et de devoir se coordonner à plusieurs. Et donc ça, en fait, ça a vraiment des bénéfices, ça peut améliorer notre condition. Donc la vie sociale, en gros, c'est quoi? C'est plein de fonctions intellectuelles qu'on doit déployer quand on est au contact des autres, interpréter ce que pense l'autre, donc ça c'est notre théorie de l'esprit, qui est une fonction cognitive forte chez nous, chez les humains, se mettre à la place de l'autre, déchiffrer les expressions émotionnelles, s'adapter aux besoins et aux limites des autres. Donc je parlais du Covid parce que peut-être vous avez ressenti ça quand on est isolé, on est un peu chacun chez soi pendant 3 mois. Soudain on se retrouve confronté à plein de personnes, on retourne au bureau,
qui sont là, et là on se dit waouh, je suis fatiguée le soir, parce qu'effectivement il y a tout ça qui se met en place à nouveau, et on l'avait moins sollicité pendant tout ce temps où on était enfermé chez soi. Donc c'est des efforts de faire ça. Et donc se concentrer sur ce que dit l'autre, mémoriser les informations, contrôler son comportement, planifier, coordonner les activités entre nous, c'est de la stimulation cognitive en fait. Tout ça, c'est de la stimulation cognitive. Donc dans une relation sociale, on peut être dans des efforts cognitifs intellectuels comme la stimulation cognitive. Donc on retrouve efforts, variétés, nouveautés qu'on va retrouver dans les activités de bénévolat, dans l'associatif, dans des groupes qu'on organise, le groupe de randonnée, de marche, de sorties en forêt, de lecture, des activités ludiques. Mais il y a un autre aspect de la vie sociale qui est important, c'est en fait ce partage d'informations et de stratégies qu'on aura, qui là n'est pas de la stimulation cognitive, mais qui est le fait qu'on se donne des informations entre nous qu'on ne trouve pas du tout sur Internet. Même si on a l'impression qu'on trouve tout sur Internet, c'est pas le cas. Et en fait, ma voisine va me dire « mais si, contacte tel médecin, il est super, moi je le connais, tu vas voir ». Ça, c'est pas une information qu'on aura sur Google, on ne la trouvera jamais cette information. Et c'est les gens autour de nous qui nous donnent en fait des informations. T'as pas vu cette semaine à la mairie, ils ont un nouvel atelier qui commence, c'est gratuit, va voir, ça va être super. Et en fait, cette information ne nous serait pas arrivée si on n'avait pas les autres personnes autour de nous pour nous tenir informés de ça. Donc en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on glane énormément d'informations qui nous sont utiles en parlant avec les gens autour de nous, nos voisins, la boulangère, les gens vraiment dans notre vie du quotidien. Et ça nous permet en fait d'avoir de la longévité, c'est-à-dire que ça nous permet d'avoir accès à plus de soins, à plus de santé, à plus de prévention, donc il y a des belles études là-dessus, du fait de ce bouche à oreille en fait. Donc ça aussi c'est important. Donc, par exemple, boire un café ensemble, se croiser au magasin, discuter sur le palier. Voilà, si jamais la prochaine fois vous hésitez à vous arrêter pour discuter avec quelqu'un, dites-vous que c'est probablement bon pour vous. Si c'est pénible, ne le faites pas encore une fois, faites ce qui vous plaît. Mais il y a en fait quelque chose qui se passe là-dedans qui est bénéfique pour nous et qui participe de cette vie en bonne santé plus longtemps. On pose souvent la question des réseaux sociaux, est-ce que Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, tout ça c'est bon, c'est considéré comme de la vie sociale? J'ai envie de dire oui et non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup des défauts de cette vie sociale, de ces réseaux qui nous absorbent et qui attirent notre attention à l'infini. Donc ça c'est nocif pour nous. Mais si c'est des réseaux qui vous servent à organiser des choses, comme on l'a vu juste avant, organiser la sortie de randonnée, organiser le repas de famille, etc., dans ce cas-là, oui, là c'est bien parce qu'on fait cet effort de coordination, de stimulation. Si dessus vous avez des jeux auxquels vous jouez qui sont stimulants et que vous y allez pour ça, bah, très bien, c'est très positif. Là, on est dans la stimulation. D'accord ? Donc en soi, ce n'est pas quelque chose de forcément bénéfique, mais il peut y avoir des outils dedans qui peuvent être intéressants. Donc je résume ces 4 points qui sont des piliers dans la littérature scientifique pour une vitalité cognitive, comme on a appelé cette conférence. Donc chaque mouvement compte, d'accord ? Tous les mouvements, donc prenez-le avec plaisir quand vous bougez, que vous allez quelque part, que vous marchez, que vous jardinez, quoi que vous fassiez. Une assiette colorée et fait maison, donc le plus de produits frais sera le mieux. Des efforts intellectuels qu'on aime. Donc là, il y a vraiment cette notion, comme avec l'activité physique, c'est que les meilleurs effets qu'on observe, c'est dans la régularité. Donc il faut vraiment apprécier ce qu'on fait autant que possible, choisissez des choses qui ne vous font pas du mal, parce que sinon vous allez lâcher au bout d'un moment, d'accord ? Parce que ça ne vous plaît pas en fait. Donc le plus on trouve des choses qui nous plaisent, le plus on a de chances de les garder dans la durée. Et puis des interactions sociales de qualité, bien sûr, donc toutes les vies sociales qui ne sont pas de qualité, donc évidemment, ça va sans dire, mais je le dis quand même, où on est maltraité, abusé, violenté, ce n'est pas bon pour la santé, on les met de côté si on peut, et on garde les relations sociales de qualité. Ce qui compte encore une fois ici, c'est pas la quantité. Une personne proche de qualité, ça nous fait des interactions sociales efficaces, peu importe qu'on en ait 1 ou 20, d'accord ? C'est vraiment la qualité qui compte. Et vous m'aviez parlé d'autre chose. Vous m'aviez dit, il y a une question peut-être avant, allez-y. Dans les interactions sociales de qualité, vous n'avez pas du tout parlé du lien avec les enfants, les petits-enfants, tout ce qui est famille. Oui. Je pense que c'est important, évidemment. Oui, merci. Donc madame dit, vous n'avez pas parlé du lien intergénérationnel, petits-grands-parents, petits-enfants, famille, enfants, etc. Bien sûr, c'est très stimulant. Et toutes ces interactions
qui sont, dont on a discuté avant, donc organiser des choses, faire des choses avec les autres, les jeux, c'est stimulant, que ce soit avec les petits-enfants ou avec nos voisins qui ont le même âge. Mais bien sûr, si c'est des moments plaisants et en plus que vous jouez au memory avec vos petits-enfants, c'est parfait. C'est frustrant, mais c'est parfait. Non, oui, bien sûr, toutes les interactions sont bonnes, celles avec les petits-enfants et la famille, mais les voisins aussi. Donc vous aviez parlé de dormir, et c'est vrai qu'il y a une littérature sur le fait que dormir c'est important. Je trouve ça pour moi difficile, je suis contente, vraiment c'est tout à fait égoïste de ne pas beaucoup vulgariser cette littérature parce que c'est très compliqué, quand on ne dort pas bien, c'est très dur de bien dormir, et dire il faut bien dormir, vraiment les solutions ne sont pas si faciles que ça. Mais effectivement, dormir, c'est le moment où le cerveau se nettoie. Donc il y a tout le liquide céphalorachidien qui pénètre partout dans le cerveau, qui ressort avec toutes les toxines, toutes les petites cellules mortes, les choses qu'on doit rejeter, et puis après qui passe dans le système lymphatique et qui évacue en fait tous ces déchets. Donc ce nettoyage du cerveau, il est important, il se fait à chaque fois qu'on dort, et ça permet, comme avec le système cardiovasculaire, d'avoir un cerveau qui est bien nettoyé, bien en forme, qui est bien rodé. Donc c'est son environnement qui est comme il faut. Et puis c'est un moment où on consolide les apprentissages. Donc si on apprend des choses dans la journée, quand on dort, c'est là que ça vraiment s'ancre et puis que ça vient dans la mémoire à long terme. Donc c'est un moment important. Si vous faites du piano, bien dormir après, ce serait super parce que vous êtes en train d'ancrer les notions, tout comme si vous apprenez de la danse ou de la poterie ou autre chose. Donc c'est un moment qui est lié effectivement, c'est une activité qui est liée effectivement à une bonne santé. La difficulté, c'est que quand on ne dort pas bien, il ne suffit pas de dire il suffit dormir bien. Il faut trouver comment réussir à bien dormir. Donc il y a quelques notions, comme par exemple vraiment faire attention à bien s'exposer à la lumière dans la journée. On a un rythme circadien qui est sensible à la luminosité. Donc si on est bien exposé à la lumière du jour le jour, ce sera plus facile de dormir la nuit. Bouger, ne pas être dépenser de l'énergie dans la journée, ça va nous aider à nous endormir, mais il ne faut pas dépenser d'énergie juste avant de se coucher. Donc il y a quelques principes qui peuvent être intéressants. Ça ne règle pas tout, mais ça peut aider à mieux dormir. Et puis la méditation, la méditation c'est une pratique, donc la méditation de pleine conscience, la méditation spirituelle sûrement a aussi des bénéfices, mais ce qui a beaucoup été étudié c'est la méditation de pleine conscience, qui est une méditation où on apprend en fait à être contemplatif de ce qui se passe à l'intérieur de nous et à laisser passer les pensées qui viennent, les bruits, d'essayer d'éviter la distraction. Et donc c'est un vrai effort intellectuel au démarrage que de rester concentré sur une seule chose, sa respiration, ou juste observer ce qui se passe mais sans s'attacher aux choses. Et donc les grands méditateurs ont d'excellentes capacités de concentration par exemple, sont très forts en concentration, mais il y a aussi des gros bénéfices sur l'humeur, donc ça stabilise l'humeur, ça diminue les scores d'anxiété, de dépression encore une fois, et ça permet d'être un petit peu plus content, satisfait au quotidien. Donc ça a des vrais bénéfices. Un des bénéfices étant la régulation du stress. Quand on est très stressé, ça peut être une activité qui aide. Mais l'activité physique et la stimulation cognitive et la vie sociale ont aussi des bénéfices sur l'humeur et sur la qualité de vie. Donc voilà, j'arrive à la fin. Pour aller plus loin, il y a ces livres que je trouve super. Ils ne sont plus édités, mais vous les trouvez en seconde main, d'accord, sur des sites de seconde main. Donc Stimuler ses neurones, oui mais comment, de Alain Lurie, et puis Mémoire d'éléphant de Alain Lurie aussi, qui était un chercheur qui est décédé il y a quelques années, et qui a vraiment, ces deux bouquins qui sont vraiment très bien expliqués, qui rendent bien. Stimuler ses neurones, par exemple, ça met aussi en garde contre tout ce qu'on met sous l'appellation stimuler ses neurones, et qui n'est pas vraiment de la stimulation. Donc c'est assez intéressant. Voilà, j'ai terminé pour ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous remercie. S'il reste, je peux prendre une ou deux questions, puis après on fait une petite pause avant de passer à l'atelier.